Alors, bonjour, bienvenue. Je suis Madeleine Lannoy, directrice de la formation en enveloppe du bâtiment chez UL Clem. Alors, avant de débuter la présentation d'aujourd'hui, je voudrais d'abord expliquer comment se ramener le webinaire. Alors, tout d'abord, vous écoutez le webinaire avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou votre casque d'écoute. Et vu le nombre quand même assez important de participants aujourd'hui, il ne sera pas possible d'adresser vos questions directement à voix haute là, pendant la présentation. Alors, votre caméra et votre micro seront désactivés là, pendant tout le temps de la présentation. Par contre, vous avez une boîte questions que vous, dans les fonctions de GoToWebinar. Alors, vous pouvez adresser vos questions dans la rubrique là, questions. Alors, si jamais on a le temps à la fin de la présentation, on répondra à quelques questions. D'abord, le webinaire est enregistré. Alors, les gens qui n'auront pu assister ou qui voudront revoir la présentation, suite au webinaire, vous allez recevoir d'abord votre attestation officielle de participation d'ici à peu près 2 semaines et on vous mettra l'hyperlien pour aller visionner à nouveau là, la présentation. Afin de permettre aux formateurs là, de mieux cibler leurs interventions, je vais vous demander, vous travaillez dans quel champ d'activité? Alors, ça nous permettra ainsi de savoir qui est dans l'assistance aujourd'hui. Alors, je vais vous adresser une première question. Je vais vous demander d'y répondre. Alors, la question est lancée. Vous devriez la voir à votre écran. Alors, je vous demanderai de répondre. Alors, je vais laisser encore un petit peu de temps. J'ai un peu plus de la moitié des gens là, qui ont déjà répondu. Alors, encore quelques secondes pour les retardataires. Alors, je vais donc fermer la question. Alors, vous êtes très nombreux. 70% des participants se disent architectes ou ingénieurs, 6% de fabricants. Alors, c'est quand même une grosse proportion d'architectes aujourd'hui. Alors, pour être en mesure de recevoir nos informations pour les prochaines formations, vous devez accepter de recevoir en fonction de la loi anti-pourriel. Alors, je vais vous demander de répondre à la question suivante, à savoir si vous souhaitez recevoir de l'information de chez nous. Alors, je vous demande de voter. Alors, je vous laisse encore quelques temps. Alors, encore quelques secondes et je vais fermer la question. Alors, 100% répondent oui. J'imagine que vous trouvez intéressant d'avoir nos webinaires. Alors, je ferme donc la question. Alors, on commence par vous présenter une petite vidéo qui fait un peu la présentation des services de UL Sciences du bâtiment. Et après ça, on débute avec la formation. Alors, je lance la vidéo maintenant. Attendez, j'ai un petit peu de difficulté à lancer la vidéo. Ben, écoutez, on va commencer. Je n'ai pas la vidéo. Alors, on va commencer directement avec Louis Fortin, qui est directeur de projet, consultation et mise en service, et Charles Beaulé, qui est chargé de projet expertise chez UL Sciences du bâtiment. Alors, à vous, je vais vous laisser le soin de vous présenter. Alors, peut-être on pourrait commencer par Louis. Alors, je te cède la parole, Louis, et la souris. Oui, bonjour tout le monde. Bon, Louis Fortin. Moi, je suis ingénieur en mécanique de formation. Ma carrière s'est promenée un peu entre le domaine de la fabrication de murs rideaux dans le domaine de la fenestration et comme consultant. Donc, j'ai été une quinzaine d'années directeur technique chez un manufacturier de murs rideaux. J'ai été consultant. Je suis retourné à la direction d'une entreprise de murs rideaux et je suis consultant à nouveau depuis 6 ans maintenant. Charles? Oui, bonjour. Moi, c'est Charles Beaulé. Je suis aussi ingénieur en mécanique. Moi, je travaille pour la division expertise de UL Club. Ça va faire à peu près 10 ans. La division expertise, ce qu'on fait, c'est surtout du diagnostic de problèmes de performance au niveau des enveloppes des bâtiments existants. Alors que Louis, en mise en service, eux, ils vont essayer de prévoir ces problèmes-là lors de la conception là, du bâtiment. C'est la nuance entre moi et Louis. Mais les deux, on est souvent appelés à travailler sur des problèmes de condensation ou à les éviter.
Donc, si vous regardez le contenu du webinaire, ça va commencer avec la partie du monitorage. Le monitorage électronique, on va l'utiliser surtout pour diagnostiquer les problèmes de condensation quand un client nous appelle pour un problème de condensation. On va voir aussi que le monitorage peut aussi être utilisé là, sur des échantillons, des mock-ups, même durant la mise en service. Donc, ça va plutôt être Louis qui va parler de ça. Donc, je vais vous expliquer la méthodologie de notre monitorage ainsi que la façon qu'on a d'analyser les données qui ressortent du monitorage. Suite à ça, en partie 2, c'est Louis qui va prendre la relève. Ce qui va nous parler, c'est de la simulation thermique. La simulation thermique est un autre outil pour surtout prévoir, mais aussi essayer de mieux comprendre des problèmes de condensation. Donc, il va nous parler de la façon qu'on peut utiliser la simulation thermique en tant qu'outil de comparaison pour optimiser des solutions pour améliorer la résistance thermique des produits de fenestration. Et il va aussi nous montrer comment on peut utiliser la simulation thermique pour vérifier l'efficacité énergétique tout en améliorant la résistance thermique, la résistance à la condensation, excusez, là, des produits de fenestration. En partie 3, on va vous parler, moi et Louis, de la validation des performances. Avec le monitorage, avec la simulation, on peut déterminer la résistance à la condensation sur des échantillons en chantier ou sur des produits de fenestration déjà en service. Et on peut déterminer aussi la valeur U qu'on pourrait appeler réelle du produit de fenestration en service. Donc, je commence sans plus tarder. Est-ce que j'ai la... C'est donc, Charles, voir si tu es capable de... Je ne pense pas avoir le contrôle des diapositives. Alors, je vais te le donner. Tu peux commencer. OK. Donc, la partie 1, monitorage. Je ne suis pas capable de changer les diapositives. OK. Problème de condensation. De plus en plus, on est appelé pour des problèmes de condensation dans les bureaux, les bâtiments, je pourrais dire, institutionnels, commerciaux, surtout les tours à bureaux. Quand on est appelé dans ce genre de bâtiments-là pour des problèmes de condensation, plus souvent qu'autrement, ça va toucher les murs rideaux. Les murs rideaux qui sont des produits quand même très populaires, on doit dire, là, dans ce genre de bâtiment-là. Pourquoi on est appelé de plus en plus à diagnostiquer des problèmes de condensation alors que tout le monde connaît et sait pourquoi, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un problème de condensation? Bien, c'est grossièrement qu'est-ce qui se passe. Bien, moi, je pense qu'il y a deux facteurs qui font en sorte qu'il y a comme une recrudescence là, de ce genre de problèmes-là, si on veut. Premièrement, il y a les notions. Oui, pardon? Tu devrais être capable là, avec la souris. Oui. Oui, OK. Premièrement, il y a la notion de confort qui a changé. Bon, ça fait quand même plusieurs années. Les gens veulent de plus en plus garder des taux d'humidité relative intérieure assez élevés, même en période hivernale. Donc, ça fait en sorte que des fois, les plages d'humidité relative là, qui sont données comme consigne à la mécanique du bâtiment vont être supérieures aux performances là, des produits de fenestration installés. L'autre chose, c'est que les bâtiments sont de plus en plus étant en chaleur. Donc, l'échange d'air est de plus en plus dépendant de la mécanique du bâtiment. La mécanique du bâtiment doit être réglée au quart de tour pour éviter qu'il y ait des hausses d'humidité trop importantes et des problèmes de condensation. Sur les murs rideaux, souvent quand on va sur place, la problématique n'est pas au niveau des parties vision des murs rideaux, mais au niveau des parties tympans qui sont dans les entreplafonds, qui sont dans les parapets. Et ce que ça fait, c'est comme on voit sur la photo, on va souvent avoir des coulisses, des traces de coulisses qui viennent plus souvent qu'autrement de la tête des fenêtres et des finis de plafond. C'est souvent mal interprété. Souvent, le client va penser que c'est des infiltrations d'eau. Donc, il y a déjà une pré-analyse qui doit être faite pour s'assurer qu'il s'agit bel et bien d'un problème de condensation avant de commencer notre monitorage.
Le problème du parapet, je vais en parler souvent, c'est un problème qui survient, là, c'est un détail assez problématique qu'on voit là, souvent qu'il y a des problèmes de condensation, c'est que cette partie du mur rideau-là, en plus d'être derrière les finis intérieurs, donc mal réchauffé par la chaleur ambiante du côté intérieur, comme vous voyez là avec ma souris, déjà, il est mal réchauffé, mais en plus, c'est une petite cavité intérieure où la chaleur va avoir de la misère à venir réchauffer toutes les parties du mur rideau, surtout en partie supérieure, qui est un endroit qui est environné de tous les côtés là, par l'air froid extérieur. Même si on a de l'isolant, on comprend que le meneau, qui est souvent à la tête du mur rideau dans le parapet, est très mal réchauffé. Et ce que ça fait, c'est sur ma petite photo de gauche, on va avoir beaucoup d'apparitions de condensation à la tête du mur rideau, dans le parapet, si on veut, et ça va occasionner les coulisses que je vous montrais là, dans la diapositive précédente. Dans le résidentiel, c'est un peu différent. Le résidentiel, souvent, on va avoir de la fenêtre de PVC plutôt que la fenêtre d'aluminium, donc un cadre qui est un peu moins conducteur. Souvent, le cadre va peut-être avoir un indice de température un peu plus élevé, mais souvent, les verres sont de moins grande qualité. Donc, ce qui va arriver, c'est de la condensation plutôt directement sur les vitrages, beaucoup plus apparente. Le problème dans le résidentiel vient surtout en raison des taux d'humidité qui sont des taux d'humidité relatifs qui sont maintenus plus élevés en hiver. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les gens nous disent, mon médecin me dit de garder ça à 45-50% d'humidité, même en hiver, pour des problèmes là, de sécheresse de peau, par exemple, ou je ne connais pas leur problème exact, mais ce que ça fait, c'est qu'ils dépassent de beaucoup la plage d'humidité relative à laquelle la fenêtre peut performer là, en temps froid. Ce qui arrive aussi de plus en plus, c'est que les gens ne comprennent pas trop comment fonctionne leur échangeur d'air. Et pire que ça, de plus en plus, ils intègrent des humidificateurs. Donc, s'ils ne comprennent pas comment fonctionne leur échangeur d'air et en plus, ils humidifient leur maison, c'est plusieurs facteurs qui vont amener à pas un désastre, mais un problème de condensation quand même majeur. La méthodologie qu'on suit quand on est appelé à venir diagnostiquer un problème de condensation est inspirée de la norme CSA A440.2. Cette norme-là, elle va travailler avec l'indice de température que tout le monde, je crois, doit déjà avoir entendu parler. L'indice de température est donné par la formule suivante. Bon, je vais vous la dire, je vais vous l'expliquer aussi plus en détail parce que c'est un outil que je trouve assez puissant et qui est aussi très simple. Comment se calcule l'indice de température? Ça va être le ratio de la température de surface intérieure du produit de fenestration moins la température extérieure, divisé par la température ambiante intérieure moins la température extérieure fois 100. Ce que ça nous dit, c'est que selon un delta de température, qui est notre dénominateur, le température intérieure moins température extérieure, selon ce delta de température-là, ça va nous dire comment la fenêtre est capable de maintenir ses températures de surface intérieure le plus près possible de la température ambiante intérieure. Puis je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez bien cette formule-là. Pourquoi c'est un outil intéressant? Mais il va nous permettre de connaître la plage d'humidité relative à laquelle notre produit de fenestration peut performer sans risque de condensation. Lorsque c'est évalué en laboratoire, c'est dans une chambre thermique, les températures de part et d'autre de notre échantillon, les films convectifs de part et d'autre de notre échantillon, les conditions de part et d'autre toujours de notre échantillon doivent être en état stationnaire. Les températures sont fixes et il faut que ça soit tout le temps pareil pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes, pouvoir comparer des produits de fenestration qui sont soumis exactement aux mêmes conditions. On comprendra que quand on fait un monitorage en service, on n'est pas capable d'obtenir ces données-là. On n'a aucun contrôle sur tous ces critères-là. Donc, il faut s'adapter. En laboratoire, ils vont faire ça sur un échantillon de dimension précise et la norme va même édicter à l'endroit précis où des thermocoupes doivent être installés pour mesurer les températures de surface et déterminer l'indice de température. On comprendra encore ici que des échantillons de dimension précise et
de pouvoir installer des thermocoupes exactement à ces endroits-là, bien, on n'a pas cette liberté-là en chantier. Donc, il faut s'adapter à ces conditions-là. La température de surface qui va être utilisée pour le calcul de l'indice de température est la température la plus froide qui va être mesurée au niveau de l'échantillon. Donc, nous, quand on va diagnostiquer ou qu'on va chercher à comprendre un problème de condensation, bien, il faut être capable de trouver ou d'essayer de deviner à peu près elle est où cette température la plus froide-là, parce que c'est elle qui va dicter l'indice de température de notre produit de filtration. L'indice de température, pour que vous compreniez bien, j'ai quelques petits exemples pour vous montrer à quel point c'est quand même simple et c'est quand même intéressant comme critère de performance ou comme indice de performance, je dirais, d'un produit de fenestration. Si on prend, par exemple, un delta T de part et d'autre de notre échantillon, un gradient de température de 50 degrés Celsius, c'est-à-dire qu'ici, il fait moins 25 à l'extérieur de notre échantillon et 25 à l'intérieur. On a, c'est ça, notre delta T de 50 degrés Celsius. Si on mesure une température à mi-chemin entre notre moins 25 et notre 25, donc de 0 degrés Celsius, et qu'on rentre ça dans notre formule, bien là, ma température de surface est de 0. On soustrait ça à notre température extérieure, donc ça nous donne 25. Et on divise ça par notre delta T qui est de 50. Donc, ce que ça nous donne, c'est notre 25 sur 50. Donc, comme je vous disais, une demi, 0,5. Donc, on est à mi-chemin entre dans notre gradient de température. Donc, 25 par 50, 0,5 fois 100, ça veut dire qu'on a un indice de température de 50. Ce que ça nous dit, bien, une fenêtre qui a un indice de température de 50 va être capable de maintenir ses températures de surface à mi-chemin dans le delta de température là, de part et d'autre. Si on continue mon exercice puis qu'on mesure une température de surface de moins 25, bon, là, probablement qu'ils ont oublié de mettre la fenêtre dans l'ouverture, là, mais c'est juste pour les besoins de ma démonstration. C'est qu'encore là, ben là, on n'est pas à mi-chemin, on est vraiment on est à 0 dans notre delta, on est à moins 25 qui est la température extérieure. Donc, nécessairement, on va obtenir un indice de température de 0. Si on est à 25, ben là, on est à 100% de notre delta de température. Donc, ça nous donne un 50 sur 50. Donc, on a un indice de température de 100. Si on y va au 3/4, par exemple, 3/4, ben, on va être à 12,5 degrés Celsius, le 3/4 de notre delta T de 50. Donc, si on rentre ça dans l'équation, ben, c'est un 0,75 fois 100. Donc, on a un indice de température de 75. Je vais vous montrer un peu plus tard à quel point c'est important de connaître l'indice de température pour être capable de dire à notre client, bien, votre fenêtre elle va être capable de performer dans telle condition et à tel taux d'humidité relative intérieure. Je vais vous montrer ça un peu plus tard. Quand on fait un monitorage électronique, étant donné qu'on ne contrôle pas les conditions comme en laboratoire, bien, il est au moins très important de minimalement connaître ces humidités relatives-là de toutes les ambiances qui environnent notre échantillon. Et je vais vous montrer que c'est quand même pas si simple parce que des fois, il y a plusieurs ambiances différentes qui vont environner un même échantillon. Humidité relative ambiante. Ici, c'est un exemple justement d'un mur rideau qui se poursuit au niveau d'un parapet. Donc, on va avoir plusieurs environnements selon la hauteur dans notre parapet. Donc, ce qu'on voit ici, là, on va avoir installé les petits rubans là, blancs avec des numéros. Ça va être des thermocoupes. Comme en laboratoire, on va mettre des thermocoupes parce qu'il est important de connaître les températures de surface. Jumelé à nos thermocoupes, on va mettre des sondes de température et d'humidité relative ambiante. Donc, il va être important d'en mettre un peu partout dans notre échantillon. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, on envoie ici aussi là, une autre sonde qui va mesurer température et humidité relative ambiante et toujours jumelée avec mes thermocoupes. Si on regarde la coupe, dans le fond, de notre échantillon, si on veut, bien, les endroits où on va mesurer température et humidité relative ambiante, bien, il faut que ça soit bien dispersé dans notre échantillon parce que ce qu'on veut savoir, c'est oui, comment fonctionne la dynamique du transfert de chaleur dans cet échantillon-là, mais aussi du transfert d'humidité. Donc, en parallèle à ces sondes-là qu'on va mettre de température et humidité relative ambiante dans la cavité, si on veut, problématique, bien, c'est important aussi de connaître à tout moment nos conditions ambiantes intérieures et extérieures. Ce que ça nous permet,
c'est qu'à chaque intervalle de mesure, nous, on va souvent fixer aux 15 secondes. Pourquoi 15 secondes? Ben, c'est quand même assez précis. Aux 15 secondes, on va être capable de bien voir les variations de température extérieure et intérieure. Et pourquoi 15 secondes n'est pas aux 2 secondes? Mais c'est sûr qu'il y a une question de saturation des data loggers, là, des acquisitionneurs de données, si on veut. L'avantage de notre méthode, c'est qu'elle est très flexible. Elle va s'adapter à n'importe quelle géométrie de produits de fenestration ou même d'enveloppe du bâtiment. Elle est aussi très autonome, étant donné que nos data loggers, excusez l'anglicisme, mais j'aime mieux les appeler comme ça, ils vont pouvoir acquisitionner les données indépendamment, sans source d'électricité. Il faut juste venir à peu près aux 3 mois récolter ces données-là. Donc, à chaque intervalle de mesure, on va être capable de mesurer la température et l'humidité relative ambiante de toutes mes ambiances, comme je vous ai montré là, dans l'image précédente. Ce que ça nous permet, c'est de calculer la pression de vapeur. Pourquoi la pression de vapeur, c'est important de l'avoir, mais c'est qu'elle va nous donner une humidité absolue. Donc, elle va nous permettre de comparer des ambiances de température différentes entre elles, de comparer des pommes avec des pommes. Juste l'humidité relative, elle ne permet pas de comparer des ambiances de température différentes. Donc, on va faire notre calcul, on va sortir c'est quoi les quantités de vapeur qui sont présentes dans chacune de mes ambiances. Ça va nous permettre aussi de calculer le point de rosée. Le point de rosée, ben, vous allez comprendre, il est important parce que ça va être la température à laquelle ma vapeur d'eau va se saturer. Donc, c'est la température à laquelle la condensation va survenir. À chacun de ces intervalles de données-là, ben, on va prendre nos températures de surface avec nos thermocoupes, les petits points rouges ici là, sur mon image de gauche. Les températures de surface vont nous permettre de calculer l'indice de température équivalent dont je vous ai parlé, donc de la performance relativement à la résistance à la condensation du produit de fenestration, et va nous permettre de savoir exactement quand il y a eu des occurrences de condensation, c'est-à-dire qu'on va comparer notre température de surface au point de rosée. Quand cette température-là est égale ou inférieure au point de rosée, bien, on peut dire probablement qu'il y a eu une occurrence de condensation. Donc, on peut savoir quand, on peut savoir où, étant donné qu'on met nos sondes à plusieurs endroits sur l'échantillon, et on peut savoir pourquoi ça a condensé. Et ça, je m'explique. C'est que contrairement à un calcul d'indice de température en laboratoire où les conditions sont très, très, très contrôlées, bien, en service, il y a une vaste gamme de variables qui sont susceptibles d'influer l'indice de température du produit de fenestration en service. Ce que ça veut dire, c'est qu'une même fenêtre installée 150 fois sur un bâtiment ne va pas avoir le même indice de température, tout dépendamment comment je pourrais dire ça, du contexte d'installation ou de son environnement immédiat. Ces variables-là, ben, il y en a plusieurs. Il y a les fuites d'air. Les fuites d'air vont avoir deux types d'impact. Si on est en pression négative, la fuite d'air froide va chercher à rentrer vers l'intérieur du bâtiment. Donc, cette fuite d'air froide-là peut refroidir ponctuellement certaines surfaces et occasionner des problèmes de condensation. Donc, il est toujours pratique avec un simple test de fumée avant de faire notre monitorage, d'essayer de visualiser ou de localiser les faiblesses et d'essayer de venir mettre des thermocoupes à cet endroit-là parce que ça risque d'être un des endroits où ça va condenser en premier. Bon, la thermographie, si on a la chance de faire une thermographie avant notre monitorage, c'est aussi très intéressant parce que justement, ça va nous permettre de venir chercher ces faiblesses-là au niveau des produits de fenestration. La distribution de la chaleur, c'est probablement l'élément qui va le plus influer sur l'indice de température des produits de fenestration en service. Ici, dans mon exemple, juste le fait que le calorifère là, à la base des fenêtres soit un peu plus proche ou un peu plus éloigné, comme on voit là, ma photo de gauche en haut, ces calorifères-là étaient étaient à peu près 4 pouces plus près de la fenêtre qu'à certains autres endroits dans le même bâtiment. Donc, ça, c'est important de venir échantillonner chacun de ces fenêtres-là, de venir les monitorer pour
pour bien voir quelle est l'influence de cette proximité ou de cet éloignement du dispositif de chauffage par rapport à la fenêtre. La même chose est vraie si on parle de diffuseurs. De plus en plus, on va voir des bâtiments où le dispositif de chauffage de proximité à la base des fenêtres est un peu laissé de côté pour chauffer le bâtiment uniquement avec de la ventilation mécanique. Des fois, ça peut bien fonctionner, comme ma photo de droite. Ça, c'est un diffuseur un peu plus standard. Lui, il parvenait à pulser l'air aussi à la taille de la fenêtre, donc permettait un bon balayage de la fenêtre. Par contre, dans le même bâtiment, si on voit mon diffuseur linéaire de la partie gauche, était au niveau d'une retombée de plafond, donc l'air pulsé ne se rendait pas aussi bien à la taille de la fenêtre. Donc, en monitorant ces deux échantillons-là, on est capable de vraiment déterminer l'influence sur l'indice de température du produit de fenestration que va avoir un ou l'autre des types de diffuseurs. Encore le même exercice là, concernant les calorifères à la base des fenêtres. Dans ce bâtiment-là, il y avait certains calorifères qui avaient des trous parce que ça fonctionnait uniquement par convection naturelle. Donc, les trous, c'est l'appel d'air à la base. Ici, qu'on voit les trous circulaires sont à la base du calorifère, va permettre un appel d'air, donc une circulation un peu plus un mouvement convectif un peu plus accentué qui va permettre un meilleur réchauffement de la fenêtre. Au contraire, à certaines fenêtres, bien, il y avait le même calorifère, mais il était encastré dans les planchers. Donc, il ne bénéficiait pas de cette espèce de mouvement d'air-là, de cet appel d'air. Donc, avec le monitorage, on a pu mesurer la différence que ça avait sur l'indice de température du produit de fenestration et les risques de condensation par le fait même. On va des fois même monitorer directement le calorifère, si on veut, le cabinet de chauffage, pour vraiment savoir quand il entre en fonction, quand il n'est pas en fonction et faire des liens directs entre les occurrences de condensation et les consignes de fonctionnement du calorifère en question. Donc ça peut être intéressant aussi de le monitorer. La distribution de la chaleur, ça implique aussi, bon, les stars, je pense que tout le monde a dû entendre parler de ça. Quand un star est installé entre la part de chaleur et le produit de fenestration, donc empêche une partie de la chaleur de se rendre à la fenêtre, bien, ça peut avoir une influence notable sur les problèmes de condensation. Donc, il est important, quand on va venir chercher nos échantillons, notre monitorage, d'inclure ou de prendre en compte ce fait-là. Souvent, on va dire aux occupants, bien, essayez de nous monter un carnet de bord pour nous dire quand le store est fermé et quand il ne l'est pas. Bon, souvent, on n'a pas un carnet de bord très, très étoffé, mais avec les données du monitorage, on est quand même capable de sortir, bon, avec assez de précision, les moments où le store était probablement fermé ou quand il était ouvert. Malheureusement, on n'a pas de sonde encore qui peut nous indiquer l'ouverture et la fermeture du store. Je reviens toujours avec mon problème là, du mur rideau au niveau du parapet. C'est encore un problème de distribution de la chaleur. Pourquoi que l'indice de température ou la résistance à condensation du produit de fenestration est moins bon au niveau du parapet? C'est tout simplement parce que la chaleur ambiante ne monte pas jusque-là aussi efficacement qu'au niveau de la partie vision. Donc, il va être important de bien monitorer le haut de cette cavité-là parce que c'est l'endroit où on risque de mesurer les températures de surface les plus froides, dont l'indice de température réelle du produit de fenestration. Souvent, c'est tannant parce qu'il faut enlever le verre extérieur et la panne. Donc, il faut faire ça de l'extérieur. Les clients nous aiment un peu moins parce qu'on vient, on vient avec une nacelle ouvrir le mur rideau, mais c'est très important pour avoir l'heure juste, mais aussi pour pouvoir trouver la solution la plus efficace pour venir pallier à ce problème-là. Ça, c'est un problème qui était très intéressant, j'ai trouvé, parce qu'il sortait un peu là, de l'habituel problème de condensation au niveau des parapets d'un mur rideau. C'était dans un bureau de ministre. On avait une fenêtre ancestrale en bois, ici, qui était habillée avec une contre-fenêtre en aluminium du côté extérieur que je vous montre ici. En plus de ça, il y avait un verre pare-balles, étant donné que c'était des ministres, il y avait un verre pare-balles qui avait été installé du côté intérieur pour protéger là, les gens à l'intérieur de la salle du conseil.
quand on a installé les sondes, c'est important, comme je vous disais, d'aller chercher les conditions ambiantes dans chacune de mes ambiances qui environnent mon échantillon. Donc, l'ambiance intérieure, l'ambiance entre le verre par balle et la fenêtre, les ambiances entre la fenêtre et la contre-fenêtre. Et là, il manque un carré ici là, qui serait l'ambiance extérieure. Et les flèches vertes vont indiquer les thermocoupes. On est venu mesurer les températures de surface, comme je vous disais, pour déterminer les moments où la condensation survient. Si je vous montre qu'est-ce que ça donne quand on fait l'analyse de ces données-là, ce graphique-là, c'est les pressions de vapeur. Dans le fond, en Y, c'est les pressions de vapeur en Pascal. En X, c'est le temps. Fait que dans le fond, c'est une période qui va s'échelonner du 27 janvier 2018 moi, c'est en arrière de ma fenêtre ici. Là, je pense que c'était le 3 février. Si je vous ressors mon échantillon, on voit là ma zone 1, c'est ma courbe rouge. Ma zone 2, c'est ma courbe mauve. Donc, on voit qu'en termes d'humidité absolue, la courbe rouge va suivre très, très, très religieusement, si on veut, la courbe mauve. Fait que rapidement, ce que ça nous dit, c'est que les échanges d'humidité entre l'intérieur des locaux et la cavité entre le verre par balle et la fenêtre sont quand même grands. Donc, ici, on a un échange de vapeur d'eau qui est quasi instantané. On voit quand on regarde mes conditions ambiantes dans la zone 3, qui est en vert pomme, et dans la zone 4, qui est en turquoise, si on les suit, c'est qu'on voit que oui, ils se suivent beaucoup, mais ils suivent aussi beaucoup les pressions de vapeur extérieures, qui est la courbe bleue. Donc, ce que ça nous dit, principalement, c'est que ces ambiances-là sont beaucoup plus édictées par les ambiances extérieures, ce qui est normal. Une contre-fenêtre, il faut que ça respire beaucoup avec l'extérieur. On voit ici qu'on avait une hausse marquée de nos pressions de vapeur dans ma zone rouge et dans ma zone mauve, donc du côté intérieur de la fenêtre. Pourquoi il y a eu cette hausse-là? On n'est pas capable de le dire. Probablement une opération de nettoyage, peut-être qu'ils ont lavé les planchers, peut-être aussi qu'il y a eu une rencontre des ministres justement cette journée-là et qu'il y a eu beaucoup de monde dans la pièce. On ne le sait pas vraiment, mais l'important, c'est de voir que cette hausse-là intérieure, à l'intérieur du bâtiment, n'a pas occasionné de hausse au niveau de mes cavités dans mon échantillon de fenêtre, si on veut. Ce que ça nous dit, c'est que probablement que l'étanchéité entre ma zone 2 et mes zones 3 et 4 est probablement quand même assez bonne. Donc, c'est ça que j'expliquais. Une autre chose qu'on a remarqué, c'est que quand la pression de vapeur descend beaucoup à l'extérieur, donc probablement en temps très froid pendant l'hiver, on voit que ça va occasionner une baisse à l'intérieur. Habituellement, ça va occasionner une baisse aussi dans mon échantillon, là, entre ma fenêtre et ma contre-fenêtre, mais à certains moments, ce n'était pas le cas. On avait même une hausse de la charge d'humidité dans la contre-fenêtre et c'était à ces moments-là que la condensation survenait. Donc, on a pu cibler ces moments-là et on s'est rendu compte que ça survenait quand les vents étaient contraires à l'échantillon de fenêtre. Fait que ce que ça nous dit, c'est que, étant donné que le vent soufflait contre la façade opposée, ça occasionnait une exfiltration d'air sur cette façade-là. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il y avait une partie de l'humidité intérieure qui réussissait dans ces conditions-là à passer dans l'échantillon. Mais ce que ça nous dit surtout, c'est qu'il y avait une stagnation de cette vapeur d'eau-là dans l'échantillon de fenêtre. Donc, probablement que ça ne sortait pas bien de cet espace d'air-là vers l'extérieur. On a confirmé ça avec des tests d'infiltrométrie et effectivement, la fenêtre passait les normes concernant l'étanchéité de fenêtre, mais la contre-fenêtre ne passait pas. Pas parce qu'elle n'était pas assez étanche, au contraire, elle était trop étanche à la vapeur d'eau. Donc, avec le monitorage, c'est ce qu'on avait vu et on a réussi à confirmer là, avec l'infiltrométrie. Donc, c'est pour vous montrer, dans le fond, la puissance, si on veut, de l'outil pour vraiment venir cibler les moments puis essayer de comprendre la problématique. Ici, il y avait quelque chose que j'ai travaillé très fort pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant de me rendre compte que c'était un moment où on avait ouvert tout l'échantillon pour venir prendre notre école de données. Donc, toutes ces données-là, c'était des données un peu biaisées parce qu'on était venu travailler l'échantillon.
Un autre exemple, je pense que j'ai pas plus beaucoup de temps, mais je vais y aller rapidement. C'était dans un bâtiment, là, une tour à bureau, juste avec le suivi de l'humidité relative, on avait remarqué qu'à chaque jour, à la même heure, on avait une hausse marquée des taux d'humidité relative ambiant, tout le temps à 7 heures. Donc, ça nous permet de dire probablement qu'il y avait une consigne là, assez agressive, si vous me permettez l'expression, d'humidification tout le temps à la même heure dans le bâtiment. En connaissant l'humidité relative et en connaissant la température dans la pièce, on est capable de déterminer le point de rosée, comme je vous parlais comme je vous parlais précédemment. Donc, le point de rosée, c'est ma courbe rouge. On voit que le pic, excusez l'expression, la hausse d'humidité relative à chaque jour se traduit au niveau du point de rosée. On a une hausse du point de rosée de l'ambiance tout le temps à chaque jour et à chaque heure. Si on compare ce point de rosée-là à la température de surface de la fenêtre, qui, elle, est beaucoup plus suit beaucoup plus la température extérieure, bien, on se rendait compte qu'il y avait des occurrences de condensation tout le temps au même moment quand la consigne d'humidification entrait en fonction. Donc, une consigne d'humidification moins brusque, mais plus continue dans le temps, permettait d'éviter cette condensation matinale-là qui survenait là, dans l'édifice. Très rapidement, l'indice de température, je vous en ai parlé. Je vous ai aussi dit que selon la norme A440, il faut cibler un endroit, un moment où les températures sont le plus stables possible. Il faut être en régime permanent, ce qui est à peu près ce qu'on attend à peu près jamais en service. Donc, pendant notre monitorage, il faut essayer de se trouver un moment où de un, les températures étaient le gradient de température était le plus grand possible, et de deux, où il y avait une stabilité des températures à peu près 5 à 6 heures de temps, là, un peu comme la norme va demander là, en laboratoire. Là, on voit que cet échantillonnage-là avait été fait au mois de mars. Au mois de mars, ça devient de plus en plus difficile d'avoir de un gradient de température plus élevé, et de deux, la stabilité des températures est plus dure à trouver. Mais on avait quand même réussi à trouver là, un moment dans une nuit où la température est assez stable, et on calcule notre indice de température équivalent à partir de ça. Ce que ça nous donne, puis ça c'est le tableau que je mets ici, c'est que ça nous permet de dire pour une température ambiante donnée, qui est la moyenne qu'on va avoir monitorée dans le bâtiment, et une plage d'humidité relative intérieure, on est capable de déterminer le point de rosée. Étant donné qu'on connaît notre indice de température pour chacune des surfaces de mon échantillon, ici qui était une partie tympan et une partie vision d'un mur rideau, on est capable de dire est-ce que cette température de surface va être égale ou inférieure au point de rosée pour chacune des plages qu'on a établies d'humidité relative. Et on est capable de dire à notre client, bon, si vous gardez ça à 25 d'humidité relative, par exemple, bien, vous risquez d'avoir de la condensation sur vos surfaces 1, 3 et 4 à partir de températures extérieures de moins 25 à moins 26, si on veut. Et plus cette humidité relative-là va augmenter, bien sûr, plus les risques de condensation vont survenir sur toutes les surfaces, mais surtout à des températures plus douces en hiver. Donc, si notre client est capable de maintenir son humidité relative à 25 bien, ça va permettre de limiter son problème beaucoup. Là. Donc, dans certains moments, juste le fait de jouer avec les conditions ambiantes peuvent régler la problématique. Bon, 25 c'est pas beaucoup. Dans ce cas-ci, il est même mieux garder à 30-35. Donc, on sait déjà qu'il va falloir vérifier, trouver des solutions pour réchauffer les surfaces plutôt que diminuer les humidités relatives intérieures. On peut vérifier nos solutions sur échantillon avec un monitorage. Ça, je vais le passer très vite, là, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va faire 3 échantillons, un d'origine et 2 de solution, et on va être capable de déterminer c'est quelle la meilleure en monitorant l'échantillon. Mais Louis va en parler plus en détail, donc je laisse la parole. Bonjour. Bon, moi, je vais vous parler un peu de l'outil de simulation thermique, là, donc l'outil de simulation thermique TERMS qui a été développé là, par Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL, okay, qui habituellement est utilisé pour comparer des pommes avec des pommes. Donc, on va, comme Charles vous expliquait, bon,
les tests thermiques sont faits à des conditions très précises. Les simulations sont faites aussi avec des conditions de température et de film aussi très précises. Mais on peut utiliser, toutes choses étant égales par ailleurs, utiliser ces outils-là pour bien comprendre la différence avec deux produits différents, puis d'être capable de jauger, de faire la différence entre deux détails différents, deux dimensions différentes pour être capable de bien comprendre puis de bien choisir le produit et de bien l'intégrer dans notre enveloppe. Donc, rapidement, juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut représenter, ce qu'on a fait ici, c'est que, bon, à gauche, on a un mur rideau qu'on va qualifier d'un peu plus standard. Donc, un mur rideau là, qu'on rencontrait, un mur rideau qu'on rencontrait peut-être il y a 15-20 ans, donc avec un bris thermique un peu plus conventionnel, un peu plus minimum, et on le compare avec un autre produit, la même dimension de meneau, le même vitrage, mais avec un produit de haute performance, qu'on qualifie de haute performance, où le manufacturier a intégré là, une moulure de plastique pour protéger le nez du mur rideau et pour en améliorer la performance. Donc, quand on fait notre simulation, on est capable de voir ici, bon, notre mur rideau pour la même température extérieure, même température intérieure, donc 21 et moins 26. On est capable de voir que, bon, notre mur rideau standard, près de l'épaulement ici ou à l'arrière, on va être dans les teintes de vert, donc aux alentours de 4 degrés. Mais on va voir aussi que notre mur rideau haute performance, ben, on va être peut-être là près de 8-9 degrés. Donc, on est capable d'avoir un meilleur feeling, de dire, OK, ce produit-là va travailler avec dans telle plage de température et connaissant, comme Charles l'a expliqué, les points de rosée, bon, on est capable de voir dans quelle plage de température et d'humidité relative les différents produits vont être capables de bien performer. On a fait le même exercice. On dit toujours, bon, on a des essais de condensation. Des fois, les manufacturiers vont publier des rapports d'essai avec des températures de surface, avec des indices de température. Mais ce qu'on va oublier de vérifier, c'est, bon, ça a été fait avec bon, la même série de murs rideaux, mais est-ce que c'était le même meneau, la même dimension de meneau? Donc, on a fait ici, excusez-moi, on a fait l'exercice avec le même meneau de 64 mm de large ici, mais avec 75 mm, 100 mm, 133 mm, 152 et 191 mm. Et on est venu, avec toutes choses étant égales, avec une température 21 intérieure, moins 26 extérieur, on est venu, l'outil nous a permis d'aller chercher nos températures à l'épaulement, donc à la rencontre, OK? Près de la rencontre là, du verre et du meneau ici, et à l'arrière du meneau. Donc, on est capable de voir, plus on augmente la dimension de notre meneau, plus nos températures vont être élevées, OK? Que ce soit à l'épaulement ou à l'arrière du meneau. Et on peut voir, on peut se faire une idée, bon, ben, pour un taux d'humidité à 21 degrés, pour un taux d'humidité de 20 notre point de rosée est à moins 2,5 degrés Celsius. Donc, on peut se rendre compte qu'à 20 degrés, il n'y a aucun de ces produits-là de fenestration-là, de ces murs rideaux-là qui ont un problème. À 30 à 2,8, on se rend compte que mon petit meneau, OK, de 1,5 à l'épaulement, il est à 1,7 degrés. Donc, je risque d'avoir de la condensation à cet endroit-ci. OK? Si on monte ça à 40 6,9, là, on se rend compte que dans tous les cas, à 40 j'ai des risques de condensation. Donc, on va faire le même exercice
pour notre mur rideau haute performance. Et là, on va voir que oui, effectivement, nos températures, on a les mêmes, on a les mêmes augmentations. On se rend compte qu'on a un certain plafonnement là, ici à l'épaulement avec les dimensions, mais on se retrouve avec le même gain. Donc, l'outil nous permet de valider, valider là, le choix du produit. Si je reviens à la diapositive précédente, ben, peut-être que structurellement, quand on a fait un choix, le meneau de 75 mm était suffisant pour rencontrer les charges structurales de notre mur rideau, mais on se rend compte qu'en essayant d'optimiser la différence, d'optimiser l'aspect structure, ben là, on se met à risque parce qu'on va se retrouver avec des meneaux qui sont plus petits, qui ont une moins bonne performance là, à la condensation. C'est sûr qu'ici, le logiciel est un logiciel 2D, donc on n'a pas les effets de boue. Et les films qu'on va appliquer quand on fait notre calcul, on vient appliquer des films, des valeurs de films, donc le côté isolant de nos films d'air qui sont au pourtour du verre et du mur rideau. Bon, à l'extérieur, tout est égal, mais ces films-là sont relativement sont théoriques, ils sont fixés. On a pris des films moyens, mais comme Charles vous l'a expliqué plus tôt, ces films-là vont varier. Donc, est-ce que les températures qu'on va obtenir avec le logiciel sont réalistes? Ben, si dans la condition installée, on a exactement les mêmes films qu'on a dans le logiciel, ça devrait se ressembler. Mais si j'ai moins de ventilation, plus de ventilation, ben on va avoir une différence. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'habituellement, ce logiciel-là, toutes choses étant égales, mais en ayant le même film, ben, le changement, donc, de passer de 75 à 100 ou de 100 à 133, etc., le delta, la différence, le gain qu'on va avoir entre le meneau à 75, celui-là, il va être réaliste. Peut-être que dans la vraie vie, ma température va être à 0 degré ou elle va être à 3 degrés. Mais, toute chose étant égale, si j'augmente mon meneau, ben, le gain ici, là, qui est à peu près d'1,6 degré, il va être réel. Donc, on va se servir de la simulation pour se permettre de voir, je fais tel changement, quel sera l'effet de ce changement-là sur ma température de surface. Un petit exemple ici sur la condition, la configuration des pannes. OK? Bon, c'est peut-être petit, ça, c'est peut-être petit à l'écran ici. Bon, on a une panne standard, une panne de mur rideau standard avec un retour qui est fait de même matière que notre panne en acier galvanisé, qui vient se retourner ici, qui vient supporter notre panneau de verre, notre panneau tympan monolithique. OK? Dans le cas ici, on a augmenté, on a mis une pente au niveau de notre panne, mais ici, on a pris des pannes plates et on a mis un espaceur, donc, pour prendre la différence entre l'épaisseur de mon thermo et la panne, on a pris un espaceur non conducteur. Donc, dans ce cas ici, c'est un petit tube de PVC comme espaceur pour retenir le verre. Et on est capable de voir, ben, pour chacune ici, ce qu'on va voir, c'est que on va prendre, mais on va regarder surtout là, nos températures au point A et au point B. Bon, on voit ici, avec une panne conventionnelle, à l'épaulement de mon meneau 3.6, 3.2, le fait de mettre un espaceur moins conducteur, ben, on va monter ici, on va avoir un gain de près de 1,5 degré à l'épaulement et on va se retrouver ici, à qui habituellement est le point le plus froid, ben, on va passer ici de 3.2 à 4.8. Et on voit les tendances. Donc, l'outil nous permet de voir
le gain potentiel. Donc, on va l'utiliser beaucoup en conception, en amont, de faire des choix sur quel matériau utiliser, quelle configuration on va apporter pour pouvoir là, améliorer notre détail. J'ai donné l'exemple ici, bon, ben, c'est un espaceur, un espaceur non conducteur. Et ici, bon, ben, c'est plus un détail qu'on voit pour ceux qui sont plus familiers là, avec les murs rideaux. Ce sont le type de panne de murs rideaux qu'on voit surtout dans des systèmes préfabriqués. Donc, on n'a pas de retour jusqu'à l'épaulement. Donc, dans ce cas ici, ben, on va voir que comme ma panne ici est fermée, donc mon meneau ne voit pas l'air chaud intérieur, il le voit seulement sur deux côtés. Bon, on voit qu'au point A, cette solution-là est moins performante. On a diminué notre température, mais cette solution-là, on ne regarde pas dans ce cas ici la valeur U, mais sera plus performante en termes de valeur U. Donc, ça nous permet de voir l'influence du détail sur la performance globale. On va faire une petite étude de cas ici où on a utilisé l'outil pour comprendre ce qui se passait avec une conception de mur rideau où c'était un édifice en hauteur où dans la salle de mécanique, parce qu'il y avait l'équipement mécanique à l'intérieur ici était bruyant, on voulait éviter ce qu'on appelle le flanking acoustique, donc que le son dans la salle de mécanique vienne exciter le mur rideau et à l'étage inférieur, qui était un étage de bureau occupé, que le son vienne se transmettre par le mur rideau et donc on voulait améliorer l'acoustique. Sauf que l'ingénieur en acoustique, bon, il a dit, OK, on va mettre double gyps, barre résiliente, isolant acoustique. Donc, moi, en acoustique, voici la solution pour éviter ça. Mais de l'autre côté, moi, j'étais le consultant en enveloppe. Si on vient rajouter un isolant du côté intérieur de mon mur rideau, on va voir qu'on ne sera pas capable de le réchauffer et on va faire face à un problème. Donc, ce qu'on a fait, OK, les autres professionnels avaient de la misère à comprendre là, la problématique. Donc, on est parti de notre détail de mur rideau. Donc, on voit ici, c'est un système un peu particulier avec un verre vision ici, avec une tôle. Donc, on voit au travers et notre isolant était plus à l'intérieur. Mais quand on a fait la simulation du détail existant, on se rend compte que toutes les parties qui sont notre pare-vapeur qui passe ici, qui passe à la connexion ici, sont, dans ce cas-ci, sont en haut du point de rosée. Donc, notre détail avec notre mur rideau qui est réchauffé par l'intérieur, donc la partie intérieure du mur rideau est à 21 degrés, on n'a pas de problème de condensation. Mais si pour le même détail, on vient mettre notre gyps, notre espace d'air, notre isolant acoustique, et là, on se rend compte qu'on se retrouve là avec de la condensation jusque dans notre isolant acoustique parce qu'on vient rajouter là, une valeur R en série directement à l'arrière. Donc, on empêche la chaleur de venir réchauffer notre mur rideau et on voit que ceci est encore plus important là, au droit des meneaux. Donc, dans un cas, dans les détails de mur rideau, seulement l'effet de mettre une cloison sèche dans une partie tympan, si notre mur rideau n'est pas réchauffé, on fait la même simulation et on voit que on a une cloison sèche avec un espace d'air fermé. On va voir qu'on risque d'avoir de la condensation autant au niveau de la panne que au niveau du meneau. Okay? Si, bon, le logiciel, théoriquement, le logiciel n'est pas fait pour exactement, quelqu'un va me dire, si tu mets ici, là, les experts vont dire, OK, on a une cavité ici drainée-ventilée, on ne devrait pas utiliser une cavité drainée-ventilée à l'intérieur, mais on utilise la valeur ici pour avoir une idée un peu de si je ventile légèrement la cavité qui va être avec, si je ventile la cavité, quel sera son effet. Et là, on voit déjà que
le fait de ventiler la cavité va améliorer la situation. Puis dans ce cas-là, on se retrouve avec un risque de condensation qui est plus au niveau du meneau. Puis encore là, comme je vous disais, toutes choses étant égales, est-ce que les films sont exacts? Est-ce que on va avoir vraiment ces températures-là? L'outil est un outil d'analyse. Faut le prendre avec un peu avec des pincettes, mais on voit l'effet. Donc, est-ce que ce que ça me permet de voir, ben ici, j'avais une cavité fermée, j'étais à moins 3,9. Ici, j'étais à moins 0,6. Donc, j'ai peut-être, si est-ce que les températures sont exactes? Je ne penserais pas. C'est très peu probable. Mais est-ce que le gain que je vais avoir d'à peu près 3 degrés, lui, est plus réaliste? Donc, ça nous permet en conception de voir les tendances puis de comprendre, OK, si je fais ça, est-ce que j'ameillore la situation ou au contraire, là, j'ai une moins bonne situation. Donc, l'outil est très utile pour ça. Okay. On va parler aussi, l'outil nous permet aussi de calculer les valeurs U. Okay. Puis je vais vous donner, là, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, les valeurs U. On parle, là, un petit exemple, là, de la trajectoire parallèle, là, dans un mur isolé. Donc, on a un mur isolé en série ici. Bon, calculer le flux de chaleur dans un mur gyps isolant panneau extérieur est relativement facile, mais j'ai jamais cette condition-là théorique, j'ai toujours des montants, que ce soit métalliques ou de bois, qui vont faire en sorte que je n'aurai pas la même conductivité au centre de mon panneau opaque ou aux endroits où j'ai des montants. Okay? Donc, on peut calculer la valeur effective, okay, avec une formule qui est relativement compliquée. Donc, on va prendre la valeur effective de notre système, va être le ratio d'isolant sur la surface totale divisé par le RSI de l'isolant sur le ratio de montant métallique ou sur le RSI du montant métallique, 1 sur, on ne fera pas les mathématiques, mais je vais vous donner un petit exemple de comment tout ça, pour mieux sentir là, cet effet de proportion-là. Puis, juste mentionner que la valeur U, c'est l'inverse de la valeur RSI. Donc, RSI nous donne la résistivité. Plus le chiffre est grand, plus je suis efficace. La valeur U, c'est l'inverse. Donc, c'est la quantité d'énergie qui va passer par une unité de surface. Donc, plus le chiffre va être petit, plus je vais avoir d'énergie qui va passer par la même unité de surface. Donc, quand on pense en termes de valeur U, on veut avoir les valeurs les plus faibles possibles. Puis quand on pense en termes de valeur RSI, on va vouloir avoir les chiffres les plus élevés possibles. Donc, on va revenir à la base, voir un peu l'effet de ces proportions-là sur la surface. Donc, l'exemple ici, on a un mur 50% de fenestration, 50% de mur opaque. OK, on va y aller avec des chiffres, des chiffrons. 50% de fenestration à R2, 50% de fenestration avec un mur à R20. Bon, ça sera quoi la valeur moyenne, la valeur effective de cet agencement-là? Est-ce que ça sera R2 plus R20 divisé par 2, donc R11? Non, c'est pas ça. Si on met nos chiffres dans la formule qu'on a vue plus tôt, on va se rendre compte, excusez-moi, que la valeur effective sera à 3,6. Donc, on est loin de notre moyenne, si on faisait la moyenne mathématique là, des deux surfaces. Okay? On va aller un peu plus loin. On va prendre nos deux bâtiments et on va changer nos paramètres. Dans un premier cas, on avait 50% AR2, 50% AR20. Dans notre deuxième cas, on va dire, on va garder la fenêtre R2 et on va doubler la valeur R ici à gauche. On va doubler la valeur R de notre mur. Si on rentre ces valeurs-là dans notre équation, on arrive avec un R effectif de 3,8. Dans le deuxième cas, on garde notre mur à R20 et on double la valeur RSI de la valeur R de notre fenêtre. Et là, on voit qu'on monte à 6,7. Ce que ça nous dit,
puis c'est la grosse logique, si j'ai une fuite, je vais travailler toujours sur la partie la plus faible de mon système. Donc, ça sera toujours plus payant d'essayer d'améliorer, de travailler sur la partie faible, donc de travailler sur la fenêtre plutôt que le mur qui, lui, est déjà isolé. OK? Pour les mêmes proportions, on va toujours avoir le même effet. On avait nos chiffres pour 50% de mur, 50% de fenestration, mais si on regarde moins de fenêtres, c'est toujours plus payant de travailler avec, ici, on tombe à R10 pour 25% de fenestration si je double la valeur R de ma fenêtre. Et même si j'ai seulement 10% de fenestration, ça sera toujours plus payant en termes de valeur R d'augmenter le produit le plus faible. On va faire la même chose avec nos simulations thermiques. Donc, on voit ici un exemple de calcul de valeur U de mur rideau, donc avec une partie, des parties vision et des parties opaques. Donc, on va simuler avec le logiciel Term nos détails de fenestration. Donc, le logiciel va nous donner une valeur R vis-à-vis notre meneau, vis-à-vis ce qu'on va appeler dans le jargon le edge, donc le premier 65 mm entre le meneau et le verre, et la valeur U au centre du verre. Et on va rentrer ces valeurs-là pondérées avec la surface totale, donc c'est pondéré de façon surfacique là, sur tout notre échantillon. Et on voit que dans ce cas-ci, j'avais un verre qui avait une valeur nominale pour la partie vision de 3,9. Quand je regarde le R global de mon système, incluant les meneaux, je suis à 2,75. Si je fais la même chose pour la partie tympan, j'avais une valeur R nominale de mon tympan à R 20,4. Mais quand j'arrive avec mon global, j'ai une valeur globale de ma partie tympan pas plus haute que 5,42. Donc, ça sera toujours, dans ce cas-là, l'exemple que je vous disais tout à l'heure, il faut toujours travailler sur la partie la plus faible. Je vous dirais, le jour où on voudra augmenter la performance thermique en termes de valeur U ou de valeur R d'un système de mur rideau, il faudra travailler sur les meneaux parce que ce sont eux qui sont la partie faible de notre système. Donc, on voit globalement notre panneau, si on regarde tympan et vision avec les valeurs nominales qu'on a, on a un système global qui n'est pas plus haut que 3,39, qui est plus bas que la valeur nominale de notre partie vision. Les manufacturiers de systèmes vont nous fournir, dans certains cas, des tableaux, OK, qui nous permettent, puis on voit avec le tableau que la grosse logique, la logique est là. Donc, on vient établir le pourcentage de vision par rapport au pourcentage de cadre, et on voit que pour différentes valeurs de centre de valeur U pour le centre de verre. Si on regarde ici un exemple, j'avais une fenêtre avec un verre qui avait une valeur U au centre du verre à 0,42. J'avais 91% de verre dans mon système de fenestration. Je me retrouve avec une valeur U globale de l'ordre attendez un peu, là, il est caché dans mon cas, de 0,50, un petit peu à 0,49. Okay? Donc, ça nous permet. Puis, ce qu'on voit, c'est que plus mon pourcentage est grand, plus ma valeur U va être meilleure. Donc, ici, le meilleur exemple, ce qu'on va vouloir avoir, c'est qu'on va vouloir maximiser les dimensions de nos, que ce soit de nos vitrages ou de nos panneaux tympans, pour maximiser la valeur R ou diminuer la valeur U. Donc, on voit ici un bâtiment où, côté est et ouest du bâtiment, on avait des très grands verres vision qui étaient de plancher à plafond. Donc, c'est un choix qui va faire en sorte qu'on va optimiser la valeur, la valeur R ou la valeur U
de cette élévation-là. Mais si on regarde à gauche, la façon dont pour faire un rendu architectural, on a inséré des meneaux dans notre système, dans nos parties opaques pour pouvoir introduire des panneaux avec différentes dimensions. On voit ici un peu, là, on a des panneaux en verre, on a des tympans en panneaux d'aluminium. Donc, en introduisant ici des meneaux, ben, en pensant, pour pouvoir réaliser l'effet esthétique, ben, on vient de diminuer grandement là, la valeur U de notre, excusez-moi, la valeur, on a diminué la valeur R de notre système. Donc, le choix qu'on a fait sur les élévations Est et Ouest était le bon choix, mais on aurait pu optimiser beaucoup plus là, notre système en décidant de faire autrement, de ne pas insérer là, des meneaux. On aurait pu insérer des faux meneaux pour améliorer là, notre valeur. On va rapidement, on va vous parler aussi, bon, les exemples qu'on a fait, le monitorage et les simulations termes nous permettent d'évaluer, bon, ben, pour le monitorage, c'est plus après le fait, donc en service, mais ça nous permet aussi de valider, disons, sur des prototypes, comment on veut valider là, en chantier ces valeurs-là. Ici, j'ai un exemple où c'est un bâtiment qu'on voulait rénover. Okay? Donc, un bâtiment existant où on le voit à gauche ici, on venait rajouter un parement, puis on changeait la fenestration, on sortait la fenestration du plan du mur de béton, on gardait les panneaux de béton qui étaient à l'extérieur, on les ramenait du côté intérieur de notre enveloppe. Donc, on s'est servi, comme on ne pouvait pas refaire ça en laboratoire, on a décidé d'utiliser le monitorage pour faire un prototype, mais en chantier. Donc, on a construit sur place un prototype des travaux. Okay? On l'a équipé, donc on a mis des senseurs, des sondes de température. Et dans le cas particulier, bon, il y avait des questionnements au niveau de l'ingénieur en mécanique sur l'apport de chaleur. Donc, on a même testé, on voit ici, là, on avait 4 types de plaintes de chauffage différentes. Aussi, ce qu'on a fait, c'est comme on sortait notre fenestration à l'extérieur du plan, donc imaginez ma plainte de chauffage ici, mon verre est vraiment à l'extérieur. Donc, on avait pensé ici, on avait une tablette d'aluminium, on la voit mieux ici, OK, avec une partie perforée. Donc, si je reviens à l'image précédente, la chaleur montait, il y avait un gap entre le bas de la chaleur. On venait réchauffer notre tablette qui, elle, par conduction, ramenait la chaleur dans le plan de la fenêtre et avec les perforations, ben, on créait une convection naturelle et on avait un apport de chaleur. Donc, on a monitoré nos systèmes pendant tout le temps des fêtes et on a pu arriver, un peu comme Charles vous a expliqué, de comprendre, bon, par rapport aux températures extérieures, par rapport à les températures intérieures, d'arriver à choisir quelle était la meilleure solution en termes de chauffage, donc quelle était la baie qui performait le mieux. Donc, on s'est servi de l'outil de monitorage pour être en mesure d'optimiser la façon de réchauffer la fenêtre, autant avec la mécanique qu'avec des détails particuliers là, pour prendre la chaleur qui est plus à l'intérieur et de la ramener dans le plan de la fenestration. Maintenant, rapidement, on a presque terminé. Charles va nous parler aussi, bon, c'est un peu, c'est pas très utilisé présentement, mais je pense qu'avec ce qu'on veut atteindre avec les nouveaux codes de l'énergie, c'est une voie qui a de l'avenir là, pour la mesure des valeurs U en chantier. Charles, je te laisse la parole.
Oui, effectivement, bon, on a vu qu'on pouvait mesurer notre indice de température sur place, là, sur un produit de fenestration installé, mais il est aussi possible de mesurer notre valeur U d'un système installé, puis de le comparer, par exemple, à ce qu'on va avoir fait en simulation pour valider nos modèles, par exemple. De la manière que ça fonctionne, c'est la loi de Fourier. C'est basé sur la loi de Fourier. Bon, rapidement, ce que la loi de Fourier dit, c'est si on connaît la densité de notre flux de chaleur et si on connaît notre gradient de température, comme je vous expliquais là, avec nos sondes de température de surface et de température ambiante, on est capable de connaître notre gradient de température. Ben, on serait en mesure, en fait, de déterminer la conductivité ou la valeur U, si vous voulez, de la conductance de notre échantillon. Dans le fond, tout ce que ça nous prendrait, bon, là, je n'ai pas le contrôle là, de. Pouvez-vous juste, ouais, juste deux, trois petits clics. Oui, bon. En décortiquant la loi de Fourier, bien, comme je vous expliquais, on est capable de sortir la conductance, qui est la valeur U. Donc, tout ce qui nous reste à connaître, bien, c'est notre flux de chaleur, qui est le Q, et notre delta température, qui est la température extérieure moins la température intérieure. Donc, nous, ce qu'on utilise, bon, c'est des timbres là, qui vont mesurer le flux de chaleur. Donc, ici, là, on voit là, notre modèle qu'on a acheté là, pour notre petit projet maison, si on pourrait dire, pour pouvoir venir mesurer notre conductance de notre enveloppe et de nos assemblages de fenestration. On peut cliquer. Ça, c'est notre timbre installé sur un niveau d'un mur. C'est sûr qu'il y a tout le temps la question du film. Juste le fait de venir mettre un timbre sur le mur, est-ce qu'on vient modifier le film convectif? Bon, c'est peut-être négligeable, mais on va quand même essayer le plus possible d'éviter des biais en utilisant là, des rubans là, qui sont vraiment faits pour ça là, en aluminium, qui vont avoir une conductivité là, à peu près parfaite, puis qui vont nuire le moins possible à notre film convectif en surface intérieure. Donc, ça, c'est notre méthode la maison, comme je vous disais. Mais en cherchant rapidement sur Internet, j'ai vu qu'il y avait certains d'autres systèmes là, qui existaient, qui jumelaient en fait les thermocoupes et l'espèce de timbre, là, si on veut, de flux de chaleur. Donc, on serait capable de déterminer nos valeurs U d'un produit de fenestration. Bon, cette photo-là, quand je l'ai prise, ça m'avait fait bien rire là, parce qu'on est en train de, ben, je ne sais pas c'est qui le faisait, mais il est en train de monitorer là, une très vieille fenêtre. Avec un verre simple, mais la méthode est intéressante. Ce qu'il est en train de faire, c'est de monitorer bon, le centre du verre. Comme Louis disait, c'est probablement la partie la plus efficace habituellement d'un produit de fenestration, quoique dans ce cas-ci, avec un verre simple, permettez-moi d'en douter. Et ils sont venus monitorer bon, le edge, ce qu'on va appeler les rives de verre, le edge of glass dans le jargon. Donc, il manquerait à peu près juste le cadre de la fenêtre pour être capable de faire comme Louis fait là, avec les simulations term, déterminer le U global de la fenêtre en service tel qu'installé. Donc, de plus en plus, comme Louis expliquait, avec les nouveaux cas d'énergie le plus sévères, ben, j'ai l'impression que ce genre de méthode-là, on va l'avoir de plus en plus. Donc, ça fait le tour pour la présentation, je crois. Oui, ben merci Louis Oui, je peux et Charles. Et compléter. pour ceux qui connaissent et Louis et Charles, vous comprenez qu'on avait tout un défi à relever de rentrer dans le temps avec ces deux-là. Mais c'est un défi relevé haut la main. Il reste quelques minutes au webinaire. On a deux questions. Alors, si vous permettez, messieurs, je vais vous adresser les questions qu'on a reçues. La première dit est-ce que les températures de surface obtenues lors des simulations thermiques term sont réalistes? Oui, ben j'y répondu un peu. C'est que surtout, comme je vous expliquais, le delta, parce que la simulation est un film fixe, donc on n'a pas l'effet de la ventilation, on n'a pas l'effet de la géométrie. On l'a vu un peu là, sur l'exemple que je vous ai montré en mettant une cloison qui est fermée ou une cloison qui est légèrement ventilée. Mais elle sera réaliste toujours en termes de différenciation. Donc, si je rajoute
une épaisseur d'aluminium, si je rajoute à mon détail une couche d'isolant, ben, le gain de température, on va, il va être réaliste. Donc, on pourrait le jumeler à un monitorage. Imaginons qu'on a une solution problématique qu'on va monitorer. Donc, on a des températures mesurées pour une condition. Bien, si on est capable de rajouter, si on est capable de dire, bon, ben, l'ajout d'un isolant, l'ajout d'une tôle qui, au lieu de la mettre avec un matériau plus conducteur, on va la mettre avec un matériau moins conducteur, bien, on est capable de se faire une bonne tête puis de dire, bien, OK, on s'en va dans la bonne direction ou non. Donc, il faut le prendre avec un grain de sel parce que on est comme on l'a dit, c'est comme Charles l'a dit, comme je l'ai dit, les inconnus sont toujours les valeurs, la mesure du film en question. Peut-être une autre question. C'est sûr que, excuse, oui? C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais je pense que c'est toujours bon, bon, on ne peut pas toujours le faire, j'en conviens, mais c'est toujours bon de valider nos modèles avec un mock-up ou sur place avec un monitorage. C'est sûr qu'on va être beaucoup plus rassuré. Et si au moins la condition de base est vérifiée avec le monitorage, bien après ça, on va adapter notre simulation en conséquence. Au moins, on va être un peu plus confiant, du moins à notre simulation, et les modifications apportées, bien, on va à peu près savoir qu'est-ce que ça va apporter là, en réalité. Là. OK. Fait qu'il y avait une autre question qui nous est adressée aussi. Est-ce qu'il y a des solutions sur le marché pour avoir des bris thermiques dans les cadres, une résistance au feu lorsque la partie du mur est exposée à une issue ou autre situation où nous devons avoir une résistance au feu? Ça, on peut pas question qui non, tue. c'est la question qui tue. Non, on n'est pas allé. On n'est pas allé jusqu'à ce point-là. Il faudrait faire une recherche là, documentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de produits qui sont testés pour la résistance au feu, mais est-ce que ces produits-là intègrent là, des bris thermiques? Je ne pourrais pas vous le dire. Là, on travaille plus en enveloppe conventionnelle, donc la question est un peu trop pointue là, à ce moment-ci. Il faudrait faire des recherches à ce sujet-là. Bon. Alors, peut-être une dernière. Dans quelle situation le monitorage est-il prescrit ou, au contraire, ne pourra nous fournir de l'information pertinente? Charles, peux-tu répondre à cette question-là? Oui, comme j'expliquais tantôt, si on cherche à déterminer une résistance à la condensation d'un produit de fenestration en service, c'est sûr que qu'il faut faire le monitorage en période froide. Là. Comme j'expliquais, il faut que notre gradient de température soit quand même assez important, assez consistant là, pour être capable de déterminer l'indice de température. Puis, ça me donne l'idée, la même chose, si on est en train de diagnostiquer un problème de condensation, c'est sûr que il faut pas aller monitorer pendant l'été. Ça, c'est évident. Là. Il va y avoir, c'est souvent un problème là, au niveau du monitorage, c'est que si le client n'a pas eu le temps de se virer bord, comme on dit en bon français, puis qu'il nous donne le mandat un peu trop tard dans l'hiver, c'est très possible qu'il va falloir le remettre l'hiver d'après parce que c'est un peu inutile d'aller monitorer pour un problème de condensation pendant la période chaude. Là. Ça, c'est évident. Est-ce qu'il y a des moments où il ne serait pas prescrit le monitorage? Bon, à part ça, je ne vois pas d'autre chose. L'avantage de cette méthode-là, c'est qu'elle est très versatile, je trouve. On peut monitorer autant des produits de fenestration, comme on vous parle aujourd'hui, autant qu'un mur tout simplement là, opaque, là, une enveloppe traditionnelle. On l'a déjà fait. On peut monitorer ça, dans le fond, pour mieux connaître le gradient de température et le transfert d'humidité et de chaleur dans le mur. On a aussi déjà fait des compositions de toiture. Donc, c'est très flexible. Ce n'est pas seulement prescrit pour la fenêtre, mais ça peut être adapté je pense, à n'importe quelle enveloppe. La seule limite, comme je vous dis, c'est les conditions extérieures qu'il faut qu'il soit propice dans le fond, à diagnostiquer ou au moins à bien comprendre le problème qu'on est en train d'essayer de comprendre.
Bon, alors c'est ce qui m'a fait au webinaire. Je vais juste vous rappeler, avant de quitter, vous allez recevoir votre attestation d'ici peut-être 2 semaines là, au courriel que vous nous avez donné en vous inscrivant. Et puis, en quittant le webinaire, vous allez avoir un petit sondage d'appréciation. Alors, je vous invite à compléter ce sondage-là qui nous sera envoyé directement. Alors, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et puis merci pour votre attention.